On est maintenant sur le stand de Atalia, voilà, toujours au Festival international des Jeux de Cannes, avec Frédéric. Bonjour Frédéric. Eh ben, écoute, ça fait super plaisir de te voir. On s'est vu il y a un an. Ouais, Entre-temps, j'ai vu Hélène à Paris Ouais. Ludique pour des démonstrations Ouais. de jeux sur place. Et ben, écoute, là, il y a plein de nouveautés. Plein de nouveautés. C'est super, c'est ça qui est bien. À Cannes, Ouais. c'est toujours, il y a plein de nouveautés. Et il y a des trucs qui arrivent exprès pour le festival, donc ça, c'est chouette. C'est ça. Eh ben, écoute, tu sais quoi, devant nous, si on commence un petit peu par ça. Bien sûr, bien sûr. Il y a un superbe jeu avec un matériel mais incroyable, avec des Ouais. figurines de partout. Le matos, c'est juste dingue. Hein. Ouais, le Franchement. matos c'est vraiment très très chouette. Au niveau qualité, même des tuiles, c'est top. Donc ça Et s'appelle puis, Shogun no Katana. Shogun no Katana. Shogun no Katana, en fait, c'est le katana du shogun. Donc c'est parce qu'on va être forgeur de katana. Donc on va faire des katanas pour d'autres personnes. Ouais. Mais le but ultime, ça serait d'arriver à faire le katana du shogun. Tout le monde n'y arrivera pas. Ah bah non, sinon déjà Voilà, ça veut c'est dire ça. que ce serait trop simple. Ça serait- Et puis en c'est plus, ça. c'est quand même réservé à l'élite. Exactement. Voilà. Exactement. Donc c'est après au niveau mécanique, c'est un jeu de pose d'ouvriers avec différents lieux sur la carte qui vont nous permettre d'aller récupérer des ressources, envoyer des concubines au palais pour obtenir des bonus, aller chercher des contrats de katana. Et puis on a aussi donc une zone où on va pouvoir améliorer la décoration des katanas avec des ouvriers spécialisés. Oui, parce qu'il y a beaucoup, et c'était beaucoup dans la C'est ça, tradition, ils très- sont très décorés, travaillé, ils sont, ouais, ouais, c'est ça. c'est des maîtres à chaque fois, c'est signé, etc. Bien sûr, bien sûr. Et puis des moines qui vont avoir qui vont pouvoir faire les actions, mais en les bonifiant énormément. C'est-à-dire que c'est des sur-ouvriers. Eh ben, en tout cas, ça Voilà. donne énormément envie d'essayer. Tiens, ça ressemble à des biscuits d'apéro, des chipsters. Le matériel est vraiment incroyable. Franchement, ça fait un petit moment que je n'avais pas vu un matériel aussi beau que ça. C'est splendide. Et ça, alors, c'est déjà disponible C'est disponible depuis On a- très peu de temps. Ça vient de sortir. depuis, oui, très peu de temps. C'est arrivé il y a une semaine ou deux là maintenant. Ça super. Donc ça, c'est Shogun no Katana. Je Ouais. vois que tu as une boîte. C'est quoi Oui, ça C'est des- donc il y a aussi des extensions qui vont avec. Donc il y en a plusieurs. Hop là. Où on va retrouver donc des nouveaux personnages. une bête bizarre. Je sais pas ce que c'est que ça. Alors ça c'est l'extension papillon volant. L'expression chelou. Donc pardon, excuse-moi. Donc voilà, donc c'est des nouveaux personnages qui vont apporter des nouvelles façons de jouer. Et il y a une autre boîte encore de katana. Alors celui-ci c'est un personnage qui va se rajouter aussi, qui va se balader d'endroit en endroit sur le plateau et qui D'accord. va venir un petit peu soit nous embêter, soit nous avantager. Voilà. Ok. Et Et je donc, ne les ai pas tout amenés, il y a aussi les extensions purement cosmétique quoi. cosmétiques, Ouais. c'est ça, le pion premier joueur en métal, etc. etc. Super. Donc katana, bah, c'est un vrai monde à découvrir et puis un vrai jeu. C'est Ouais. pour combien de joueurs ça 2 à 4, 1 à 4 même, 1 à 4 joueurs. Ouais. Pour une durée 45 minutes. car par joueur. Ah, tu m'as fait peur. Un jeu comme ça finit en 45 Ouais. minutes, non, Non, 45 minutes par joueur. Oui. D'accord, donc 4 Ouais. heures à 4 quoi. Ouais, on peut descendre, on peut descendre à 3 heures, mais Mais c'est chaud. ouais. Gros jeu donc. Ouais. Alors après, qu'est-ce que tu nous Qu'est-ce que proposes je peux te proposer? Ah, il y a un jeu. Oui, vas-y. Dis-moi. Non, mais je voyais que tu Eh tournais ben, la tête. je vois East India, donc il y a East India Companies, Ouais. qui est notre second jeu qu'on édite, donc avec Pascal Ribreau, qui est l'auteur du jeu, qui avait eu le prix Paris Ludique en 2017, je crois, mais je vais sûrement dire une bêtise. Donc voilà, on a eu un coup de cœur sur ce jeu, donc Ah oui, alors parce que quand tu dis c'est le deuxième jeu que vous éditez, le premier c'était Conquête. exactement. Voilà, Premier Conquête, deuxième East India Company. India Company. Le jeu vraiment fait chez Paratalia quoi. Exactement, ouais. Ok. Donc voilà, donc c'est un jeu de commerce entre les Indes et l'Europe, Ouais. avec plusieurs phases. Il y a une phase où on va faire du commerce, donc aller chercher au plus bas prix pour les ramener et les vendre au plus haut prix. Donc pour ce faire, Commerce, on va quoi. avoir des bateaux. On va pouvoir améliorer nos bateaux
soit des bateaux plus rapides, soit des bateaux avec un plus gros tonnage, mais qui seront un peu moins rapides, Bien sûr. et qui vont nous permettre de rentrer. Ça va faire progresser notre compagnie si on fait des bons résultats avec ça. Et donc il y a une phase de bourse où on va avoir des actions en bourse. On va pouvoir acheter nos actions à nous, mais on va pouvoir aussi acheter les actions des concurrents. Et c'est une phase qui est importante en fin de partie parce que ça peut nous rapporter beaucoup de points. Ok. Voilà, en gros. Ça a l'air très chouette aussi. Après, on a votre... Enfin, je ne sais pas si c'est un partenariat avec Nostromo. Enfin, vous distribuez Nostromo, Oui, la distribution de Nostromo Édition, avec un jeu que j'ai découvert tout à l'heure avec l'auteur, qui est juste splendide également. La boîte a l'air lourde. Sarré. Il y a beaucoup de cartons. Il y a du matos dedans. Il y a beaucoup de cartons. Donc la version Kickstarter ou financement participatif, pardon. Il y avait énormément de bâtiments en 3D dedans, enfin, il y avait un matériel pléthorique, donc on est resté sur quelque chose de plus sobre au niveau du matériel. Ceci dit, il y a déjà pas mal de trucs dedans. J'ai vu c'est des tuiles et en fait ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Et donc le pitch en gros c'est que Pharaon, on est les fils de Pharaon, il nous a donné un morceau de terre où il va falloir qu'on développe une cité et celui qui aura développé la plus belle cité avec la pyramide deviendra Pharaon, avec la pyramide bien sûr. On va construire des casernes, on va construire tout un tas de bâtiments qui vont nous servir. Il y a une forte interaction aussi entre les joueurs parce que effectivement on peut arriver à faire la révolte du peuple des autres joueurs, etc. Faire monter la révolte et là c'est la merde. Alors, on va dire que c'est le bordel, forcément. Oui, c'est pas forcément drôle. En tout cas, ça c'est splendide. Et puis vraiment, l'auteur était très convaincant, en tout cas, quand il me l'a expliqué. François, c'est une crème. Donc ça, c'est à essayer d'urgence. Oui. Donc, il y a une des mécaniques qui est très sympa dedans, c'est qu'il y a un stop ou encore. Oui. Avec une phase où on a quelques informations à notre disposition. Et puis, il y a des éclipses. Et quand c'est la phase d'éclipse, on retourne le paquet. Et là, ça devient beaucoup plus tendu. C'est à l'aveugle et du coup, forcément, c'est plus risqué. Quoi. Là, le stop ou encore prend vraiment toute sa force. Ouais, c'est ça. Ok, super. Donc, Sarré. Voilà. Et puis, le dernier jeu, je crois, dont on va parler, c'est un jeu qui devait arriver et la palette n'est pas encore là, mais le jeu est là quand même en démonstration sur le... Le jeu est en démonstration et on devrait avoir la palette demain. Voilà, et il s'agit de Florence. Il s'agit de Florence, donc c'est la trilogie de Braincrack Games qui avait commencé avec Ragusa, puis Venice, et puis donc maintenant Florence. Et donc on est sur un jeu de majorité avec un aspect un peu pose d'ouvrier dans certains lieux qui vont nous donner des bonus à faire. Et puis des phases de scoring qui vont être basées sur les majorités. Okay. Donc pareil, le matériel est vraiment sublime dans ce jeu aussi. 1 à 5 joueurs. Et des parties un peu plus courtes, on va dire 2 heures, 2 heures et demie maxi. Voilà. Ok, super. Encore plein de belles nouveautés pour Atalia cette année. Il faut. Et écoute, merci beaucoup Frédéric. C'est moi qui te remercie. C'est chouette. Et puis on espère pouvoir découvrir tout ça bientôt. J'espère bien. Sur la chaîne ou ailleurs. Peu importe. Le principal, c'est de découvrir les jeux et puis de les apprécier à leur juste valeur. Merci beaucoup. C'est moi. On est maintenant sur le stand de Ludicali avec Christophe Bollinger. Christophe Bollinger, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, en tout cas. Alors, on ne se connaît pas, donc c'est vrai que je dis je t'apprécie beaucoup en tant qu'auteur. Après, en tant que personne, évidemment, je ne sais point. Mais j'imagine que tu es quelqu'un de formidable, parce qu'il peut avoir affaire qu'à quelqu'un de formidable pour faire des jeux aussi formidables. Merci, oui, c'est possible, j'espère. Voilà. Alors vous avez juste derrière nous un éventail des jeux de Christophe, en tout cas les derniers. Vous avez Archipelago, vous avez Living Planet. Rise and Fall. Il y avait Rise and Fall, mais alors Rise and Fall c'est celui dont on va parler aujourd'hui. Il y a eu Earth Reborn aussi. Je dirais qu'il est sorti tellement il y a de boîtes en fait. Mais c'est vrai, moi j'ai cru que c'était des boîtes avant non plus. Non, il a 10 pré-tirages, voilà, il en a 10, ils sont là. Alors Rise and Fall c'est ta dernière création. Oui. Et du coup c'est une boîte qui va être en financement participatif. Non, c'est déjà passé. Ah, c'est déjà passé. Le Kickstarter a déjà été fait en septembre. Ah non, alors c'est le Let's Pledge qui va arriver. C'est le Let's Pledge qui va arriver, le Pledge Manager en fait. Du coup, sur le Let's Pledge, éventuellement, les retardataires qui auraient raté le Kickstarter pourront pledger le jeu trouver la quand même même. chose, voilà. Voilà, super. Donc, il y a une boîte de base. Comment ça se passe le Kickstarter? Il y a une boîte de base et d'autres compléments? En fait, c'est un jeu qui à la base était un jeu compétitif uniquement.
Ouais. que j'avais fait et qui était que pour 2 à 4 joueurs. Ouais. Après, il y a eu le Covid qui est arrivé. Alors avant le Covid déjà, je me suis rendu compte que des fois on était plus que 4 et que si j'avais des sets de meeples en plus et des terrains en plus, ben, on aurait pu très facilement monter à 5, 6, 7. Donc à un moment, j'ai fait jusqu'à 10 sets de couleurs différentes. Donc on aurait pu monter jusqu'à 10. Le record qu'on a Ami eu, daltonien, 17 couleurs différentes, voilà. c'est super. on est monté avec le noir et le blanc, on s'en sort pas trop mal quand même. Donc on est monté à 8, une partie à 8. Entre-temps aussi, il y a eu le Covid et un des 2 associés donc, de Ludicali m'a dit, tu sais, avec le Covid et tout, tous les jeux qui sont kickstartés, tout le monde veut du solo. Est-ce que tu peux bosser sur une version solo? Au début, j'ai regardé bizarrement, c'est un jeu vraiment compétitif. J'ai eu du mal à voir. Puis en fait, quand on me donne un os à ronger, au bout d'un moment, tu l'as tellement rongé que tu as trouvé quelque chose quand même. Tu arrives à la moelle, hein, donc il y a la moelle épinière, là, il y a la totale. Et donc j'ai fait un mode solo et coop qui au final, moi qui ne suis pas trop coop, j'aime bien parce que c'est pas un coop où tu donnes des directions aux autres. C'est un coop où chacun joue vraiment sa civilisation, je dirais pas dans son coin, mais manage vraiment sa civilisation. Et il n'y a pas d'autre effet directif, tiens tu devrais faire ci, tu fais ça, les choix des cartes, le gars il fait toujours ses choix et tout. Et du coup comme ma femme, elle aimait plus trop le côté des fois un peu punitif à 2. Elle voulait toujours jouer, elle adore ce jeu, mais elle voulait plus jouer à 2 contre moi. Ouais. En coop, là, je me rendais compte que ça passait. Donc il y a eu le coop qui est venu se greffer après, la solo. Et puis aussi dès le début, j'avais commencé à créer des clans pour faire un petit peu un côté asymétrique dans le jeu. Donc c'est un jeu qui maintenant est un peu un bac à sable, mais à la base c'est un jeu sans hasard. Une sorte de jeu de civilisation, mais sans arbre de jeu. C'est ce que tu aimes faire aussi, ça, les jeux sans hasard, avec, en tout cas le moins de hasard possible. J'aime bien qu'il y ait du contrôle. Voilà. Ouais, celui-là, voilà. il a vraiment 100% de contrôle. Il peut être un petit peu déséquilibré si on joue en asymétrique, si on joue avec les pouvoirs des clans. Les clans ne sont pas tous équilibrés. Au final, ils en ont débloqué 24 dans le Kickstarter. Alors tout ça, ce ne sera pas dans la boîte de base qui sera en retail, à ma connaissance. De même que la version Deluxe de ces meeples, là, elle sera aussi que dans la Deluxe du Kickstarter. Oui, parce que là, alors, juste pour la précision quand même... Oui, alors ça, c'est pas le vrai jeu. Oui, voilà, c'est pas le vrai jeu. Le vrai jeu, il est voilà. juste à côté, en fait. Et en fait, tout à l'heure, toutes les tables étaient prises. Voilà, donc on était vraiment obligé de venir ici. Et puis, il y a une table qui s'est libérée, mais c'est pas grave, tu peux aller faire des images si tu veux. Et puis, en fait, là, on est sur une grande maquette en 3D, mais par contre, avec des meeples de luxe. Donc ouais, dans une boîte, il y aura jaune, rouge, vert, bleu. Et il y a une autre boîte où il y a rose, marron, orange. D'accord, donc le jeu est jouable de 1 à 8 joueurs dans sa plus grosse version. Si on a dans la version totale, il est jouable de 1 à 8 ou 4 joueurs contre 4 IA en coop. Ou 6 joueurs contre 2 IA boostés à bloc dans leur niveau de difficulté. Et toutes les combinaisons. C'est pour ça que je dis à la fin, avec la totale, on a vraiment un bac à sable qui est ciblé, je dirais presque, pour tout type de joueurs. Parce que par exemple, quand on a fait la UK Game Expo, là, c'était en juin de l'année dernière, il y avait genre 45% de femmes, 55% d'hommes ou 40-60. Donc comme il n'y a pas de baston direct et que toutes les règles tiennent sur 6 cartes format Dixit, toutes les iconographies et tout, c'est un jeu qui n'est pas grand public, mais c'est un jeu qui est largement plus simple, par exemple, que Ark Nova, tu vois. Et il n'y a pas de hasard. Donc du coup... Et si jamais c'est trop punitif, tu te prends des tolls, tu joueras avec ton chéri, mais en coop. En montant l'IA, et au moins on a tous perdu ou tous gagné. Tu vois. Donc je me rends compte avec ma femme qui adore, mais qui veut plus jouer à 1 contre 1 avec ce jeu-là avec moi, que même avec ça, je sais que si je lui propose une partie coop, elle va pas me dire non là par contre. Donc je me dis qu'il y en a pour tous les goûts en fait. Et alors la thématique du jeu, donc on est à quelle époque? On n'est pas sur un monde, on n'est pas sur la Terre. D'accord. Pour la simple raison que quand j'ai imaginé le système de création du monde, je me suis rendu compte que les maps que je générais, c'était juste pas possible sur la Terre. Je trouvais pas d'endroit, peut-être à part la Nouvelle-Zélande ou les fjords, et encore, il n'y a pas les arbres, il n'y a pas la jungle à côté et tout. Donc j'arrivais pas à trouver un landscape, comme on dit en anglais, ou un paysage, où on pouvait voir ce qu'on voit sur la cover en fait. Donc pour moi, je me suis dit, ce jeu, c'est forcément un monde fantastique. Un monde imaginaire. Voilà. Donc c'est un monde fantastique, et du coup... Ça m'a permis aussi de jouer sur certains critères. J'avais envie, quand on le monte, les montagnes, c'est ce qu'on met en dernier. On peut faire plein de petites montagnes morcelées. On peut faire une grosse montagne avec de la neige, tout ça. Truc dur d'accès, genre l'Himalaya. Et j'avais envie que les gens, ils idolâtrent les montagnes dans ce monde. Parce que d'en haut, tu vois tout. C'est là qu'il y a toutes les richesses, que sais-je, etc. Donc, dans le jeu, les montagnes rapportent plus de points de victoire à la fin si on contrôle un territoire de montagne. 4 points par hexagone, alors que la plaine, par exemple, c'est 1. La mer, c'est 2. La forêt, c'est 3. Les montagnes, c'est 4. Voilà.
Et de là après, j'ai les autres pièces comme quand on a créé le monde aussi, ça crée des falaises. Il y a des endroits où tu as plusieurs niveaux. Le jeu, ça ressemble un peu à Talouva quand on empile toutes les tuiles. Sauf que Talouva, tu construis au fur et à mesure de la partie, tu démarres avec quasiment rien, et le jeu se finit quand tu as tout construit. Là, c'est l'inverse. On construit le monde au départ. Il n'y a pas de règles vraiment, elles sont très légères. C'est des règles pour un gamin de 3 ans, il peut le faire. Et il n'y a pas vraiment de stratégie à ce moment-là. Si vous en cherchez une, ça ne sert à rien. Après des centaines de parties, j'en vois toujours pas. Au point que s'il y avait un tournoi, je dirais allez-y, faites le monde. Par contre, quand je reviens et que je dois me positionner, où je mets mes premières pièces, là vous me laissez le temps qu'il faut pour que j'analyse la map et que je choisisse le bon endroit. Parce que là, oui, c'est fatal. Donc il y a eu certains reviewers qui ont fait des critiques, qui ont massacré le jeu alors qu'ils n'ont même pas été au bout de la partie. Parce qu'ils ont réfléchi comme des tarés pendant la construction du monde et ils disaient oh, on ne trouvait pas, c'est random, ça sert à rien et tout. Alors que nous, à l'inverse, toujours UK Game Expo, on a vu tous les gens qui adoraient la construction du monde parce que c'est le seul moment du jeu où tu vas pas te péter le cerveau. D'accord. C'est le seul moment où on se fait tous plaisir, on fait un joli monde. Il y en a qui veulent des grandes mers, il y en a qui veulent pas, il y en a qui veulent regrouper les montagnes. Et même si tu avais une stratégie, il va falloir que tu convainques les 3 autres qu'ils soient OK avec ta stratégie. Ce serait quand même bizarre. Tu vois. Et souvent, quand tu ouvres ta gueule, les gens ils font le contraire. C'est souvent ça. Donc, pour moi, il n'y a toujours pas de stratégie quand tu montes le monde. Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'on a toujours des mondes différents. Parce que si j'en avais trouvé une stratégie, moi je suis un winner, je ne suis pas genre à laisser gagner les gens, je l'appliquerais quasiment tout le temps. Et donc on aurait des mondes assez similaires qui sortiraient à chaque fois. Or non, c'est pas vrai. Moi je vois pas ça quand les joueurs jouent, je vois toujours des trucs différents. Je vois encore des fois des mondes avec des formes, ou des lacs, ou des trucs que je me dis ah ouais, ça aussi c'est possible. Bon, moins maintenant avec tout ce que j'ai vu comme partie, mais il y a quand même encore des configs où je me dis tiens quand même ça on l'a jamais vu, c'est fun. Voilà, bref. Donc voilà, la construction du monde, il n'y a pas de stratégie. Et après le positionnement initial, et c'est bien dit dans les règles, oui c'est crucial. Si vous positionnez mal à votre première partie et que vous foirez derrière, vous allez vivre un calvaire, les autres vont vous distancer dans les points, soit vous allez être dégoûté du jeu, le jeu est punitif, soit vous dites ah non quand même il y a vachement de contrôle et j'aurais pas fait ça et je corrigerai ça la prochaine fois. Et là c'est tout gagné, si vous allez pour une deuxième à mon avis, si vous aimez les jeux il n'y a pas d'hasard, ça peut pas ne pas être votre cas. C'est ça que je veux dire, je pense. Très bien. Donc ça c'est en grosso modo, après l'idée c'était que ça soit suffisamment simple pour que voilà comme je disais, tout tienne sur 6 cartes et une carte pour chaque type de pièce. Et donc tu as les nomades qui peuvent aller un peu de partout mais passent pas les falaises. Mais par contre ils savent tout faire, ils savent construire, ils ont leur carriole avec tout ce qu'il faut. Et à chaque fois qu'on joue une carte, effectivement on ne peut pas la réutiliser pendant un certain temps. Alors quand tu joues une carte, tu joues toutes les pièces que tu as de cette carte. Ouais. Si tu joues les nomades, en bas de la carte il est indiqué combien tu peux en avoir au max. Par exemple là c'est les temples, tu dois voir, ou non les monténaires, les montagnards, tu peux en avoir que 3. D'accord. Et quand tu as mis le 3e, tu as fait le trophée des nomades, des montagnards pardon. Et donc ça va te rapporter des points à la fin du jeu, mais chaque fois que quelqu'un fait un trophée, c'est là que vient le rise and fall. Quand tu as atteint l'apogée d'un domaine dans ta civilisation, par exemple de la navigation, tu as fait ton 5e bateau, c'est le dernier. Certes, c'est beau, tu es en haut de l'échelle et tu as fait un... mais ça veut dire que tu as probablement négligé autre chose dans ta civilisation. La religion, j'en sais rien, l'industrie, l'économie, que sais-je. Et donc ça, je le simule par le fait que quand quelqu'un fait un trophée, tous les joueurs, toutes les civilisations, y compris le joueur qui a fait le trophée, doivent décliner une carte. Une carte qu'ils vont jeter là où il y a tous les trophées et qu'ils n'auront plus et donc ils ne joueront plus ces pièces. Sauf s'ils la rachètent derrière. Ouais, donc faut et faire le les prix bons de cette choix. carte, c'est 5 au début, 5 pièces d'or, ce qui n'est pas rien quand même. Et ça n'arrête pas de monter. Chaque fois qu'on fait des trophées, ça passe à 10, puis à 20, puis à 40. Quand le 4e trophée est fait par une partie normale, c'est la fin du jeu. Et là, on finit le tour et on compte les points. Et quand on veut jouer des parties un peu plus épiques, on joue en 5 ou en 6 trophées. Et là, ça prolonge un peu la partie. Voilà. Donc ça, c'est... Et à la fin du jeu, ta civilisation, elle est jaugée sur 4 critères. L'économie, 2 pièces d'or, c'est un point de victoire. Donc il y a des moyens de faire du fric, des fois assez colossaux. Ta conquête territoriale, selon les territoires que tu vas contrôler, c'est là que les montagnes rapportent plus de points. Si tu as la majorité des pièces dans un territoire, c'est toi qui vas contrôler ce territoire et tu vas prendre le nombre d'hexagones fois la valeur de ces hexagones. 1, 2, 3, 4 comme j'avais dit. Ensuite tu as les cartes qui te restent en main, celles que tu n'as pas laissées en déclin. Ouais. En bas tu as combien de points de victoire tu prends selon la taille, le nombre de pièces que tu as pour cette civilisation. Donc ça c'est un peu la taille de ta civilisation. Et enfin les trophées que les uns et les autres ont fait, ça va de 10 points à 25 points pour le meilleur trophée. Un des trophées les plus difficiles ou les plus notés. Okay. Voilà, donc tu es jugé sur 4 critères à la fin et il y a une règle anti-analysis paralysis dedans parce que c'est un jeu
où il n'y a pas de hasard. Donc, comme dans Dungeon Twister, tu peux faire il des va falloir parties. enchaîner les parties pour trouver les bonnes stratégies. Et la règle anti-analysis paralysis, c'est qu'au début de chaque tour, on met tous une carte face cachée. C'est celle-là qu'on va révéler et c'est la pièce qu'on va jouer ce tour-ci. Ensuite, on va du premier joueur et on tourne dans le sens du monde. Quand tous les joueurs sauf un ont mis leur carte face cachée, le dernier, on peut tous un peu l'enquiquiner, compter jusqu'à 3 secondes et lui piquer une carte de la main. Et c'est celle-là qui va jouer. Et en général, quand on fait ça, le gars ne joue jamais au hasard, il la joue avant. Et donc en jouant avec cette règle, même si tu as des analyses paralysis autour de la table ou quoi, alors après pour jouer tes actions, une fois que tu as joué ta carte, tu as le temps qu'il faut. Hein. Mais avec cette règle, à 2 avec ma femme par exemple, la partie la plus rapide, incluant la construction du monde, c'était 14 minutes. C'est pas long. C'est vraiment pas long. Et la partie la plus longue et on avait, alors je sais pas, on avait quoi, 20 parties au compteur ou 12 parties au compteur à ce moment-là. On avait 2 mois sur le jeu. Dès la première partie, elle m'a fait le coup du 1, 2, 3. Parce qu'elle voyait que je partais en analysis paralysis et on fait ça des fois dans les jeux. Et là, pour me stresser, elle a fait ça. Et du coup, nous, on a joué ça depuis le début. Alors, à 2 joueurs, elle met sa carte. Et je suis le seul à pas avoir mis de carte down. Donc, elle fait 1, 2, 3. Elle fait même pas 3 vraies secondes et elle va pour me la prendre au hasard. Et là, je lui fais gentiment. Donc, compte 3 vraies secondes et je veux bien. Et en fait, là, tu te retrouves avec une partie en 14 minutes. La partie à 8 qu'on a fait, avec 3 débutants qui n'avaient jamais joué, elle a duré 1h55 ou un truc comme ça. Ouais, c'est rapide. Et moi, j'étais dedans et j'ai fini 5e sur 8, alors qu'il y avait 3 débutants, il y en avait 2 devant moi. Comme quoi, les auteurs sont pas forcément les winners. Non, je connais super bien le jeu, mais ce que j'en ai déduit, ce que j'ai vécu dans cette partie, c'est que tu gères pas du tout une partie à 8 ou à 6 ou à 7 probablement. Comme c'était pendant le Covid, comme tu gères à 3 ou 4, et je l'ai géré comme une partie à 3 et 4. Et j'ai pas assez analysé la map, et le mec qui a gagné, il s'est gavé de thunes avec des bateaux dans une mer où il y avait plein de villes côtières, et il arrêtait pas de vendre comme un taré. Voilà, bref, donc tout ça pour dire que au final, mais si tu mets 4 analyses paralysis et que tu leur mets pas la règle du 1, 2, 3, entre guillemets, je te pioche au hasard, ils peuvent y passer la nuit, oui, parce qu'il n'y a pas de hasard. Voilà. Okay. Donc, mais une partie normale avec des gens qui jouent à un rythme normal à 4, c'est moins d'1h30 ou 2 heures. En 4 trophées. Voilà. Écoute, super. Merci beaucoup, Christophe. Ça a été un vrai bonheur de te rencontrer. Moi aussi. Et puis de partager ce moment avec toi. Donc, alors, je dirais quand même un petit mot à Jérôme, mon cousin, qui est fan de Christophe, qui a Archipelago. Je crois même qu'il l'avait fait dédicacer lors d'un achat à Essen, à la sortie du jeu. Donc ça remonte à quelques 2012 peut-être. Donc voilà, un petit coucou à Jérôme. Et voilà, une petite dédicace de Christophe. Et merci pour tous les viewers. Et puis on se retrouve pour une autre vidéo dans quelques minutes. Ciao. À plus. Ciao, ciao.